Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, l'Argus de l'assurance formation, ce sont plus de 150 programmes et plus de 400 sessions d'ailleurs maintenant de formation programmées chaque année. Donc, des formations en présentiel ou à distance avec des formats e-learning, classe virtuelle ou encore blended learning, qui est donc un mix entre la classe virtuelle et le présentiel, et sur des thématiques variées. Nous avons une grosse offre en risk management, en finance, en réglementation, en distribution, en digital, etc. Donc un catalogue de formations que vous pouvez télécharger au format digital en vous rendant sur notre site, mais je vous mettrai le lien dans le petit module de chat également. C'est aussi une plateforme e-learning Visa DDA en illimité pour répondre à vos obligations de 15 heures de formation obligatoire dans le cadre de la DDA. Vous êtes de nombreux courtiers avec nous ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous former vraiment à votre rythme et sur les thématiques, bien évidemment, qui concernent votre profession en particulier et sa réglementation, ses obligations. Voilà, et puis c'est une formation sur le thème dont nous allons parler ce matin, une formation sur l'assurance emprunteur que nous délivrons maintenant depuis plusieurs années et que vous retrouverez également sur notre site. Donc nous sommes réunis ce matin pour parler des impacts de la loi Lemoine sur l'assurance emprunteur, et pour cela, nous sommes en compagnie de Marie Collin. Donc Marie a une expérience de plus de 20 ans comme directrice juridique conformité dans le milieu de la banque assurance. Elle est professeure en université au CNAM et elle est aujourd'hui présidente de la SAS EOL Business, où elle conseille les entreprises et pour laquelle elle est également formatrice professionnelle, notamment aux côtés de l'Argus de l'assurance. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire, grâce au petit module questions que vous devez avoir à droite de votre écran, de les poser. Et puis, moi, je lui relayerai en fin d'intervention. Marie, je vous laisse la parole. Merci. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci Laurence. Bien, effectivement, je n'ai pas mis mon slide de présentation de ma personne, donc vous voyez que pas trop auto-centré sur moi. Donc, je commence directement par ce fameux sujet qu'est la loi Lemoine et surtout l'aboutissement. Enfin, je ne sais même pas si ça sera l'aboutissement, puisque on va attendre de voir les conséquences de cette fameuse loi Lemoine, mais en tout cas, c'est l'aboutissement de quand même une longue procédure de changement réglementaire au cours de l'histoire, puisque je pense de mon expérience personnelle que je n'ai jamais vu un sujet qui a eu autant de modifications en peu de temps dans ma carrière. Donc on a, si je reprends les grandes dates sur une frise chronologique des différents textes qui ont pu traverser, j'allais dire, nos expériences communes. Je rappelle, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais c'est juste pour rappeler quand même toutes les difficultés qu'ont pu engendrer ce besoin de délégation d'assurance. On a d'abord eu la loi Lagarde en 2010 qui instaurait une déliaison lors de la signature du prêt. On a eu la loi bancaire en 2013 qui remettait en place la FSI et le délai de 10 jours pour analyser un dossier. On a eu la loi Hamon, le 2014, avec une possibilité de substituer dès la première année. On a eu la loi Bourquin qui proposait la substitution à chaque échéance annuelle. Et maintenant, nous avons la fameuse loi Lemoine, donc du 28 février 2022, qui permet la résiliation à tout moment. Donc, on voit quand même que sur des délais relativement courts, on a eu un nombre de textes juste incroyable qui engendre quand même, il faut bien le dire, une difficulté pour les praticiens de l'assurance emprunteur et une réadaptation nécessaire à chaque fois des nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Alors tout ça pourquoi? Tout ça parce que en fait, il y a un marché, bien sûr, un marché extrêmement important qui permet aux alternatives, bien sûr, de se positionner, de gagner des parts de marché face à des banques assureurs et donc une assurance qui est vendue en règle générale au moment de la souscription d'un crédit immobilier et qui est marché détenu, en tout cas
au terme des derniers chiffres qui sont en ma possession, donc de juin 2022, chiffre de Sécurimut, qui est détenu à 85% par les banques. Alors, je pourrais dire marché qui est toujours détenu à 85% par les banques. Pourquoi rajouter le toujours détenu? Parce qu'effectivement, ces textes qui arrivent les uns derrière les autres ont bien pour objectif de faire régresser la part de détention par les établissements bancaires au profit des assureurs alternatifs. Or, on s'aperçoit que bien en fait la régression n'est pas aussi rapide que ça. Et donc, on essaye à chaque fois, le on étant les pouvoirs publics, je déteste mettre le bon on, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir, j'allais dire, mettre à parts égales les différents acteurs. Alors, on se trouve face à un certain nombre de difficultés qui sont liées essentiellement, j'allais dire, aux structures informatiques, au personnel, à l'étude des dossiers. C'est pas facile d'étudier ou de conseiller sur de l'assurance emprunteur. Donc, on va aborder toutes ces thématiques au cours de l'heure que nous allons passer ensemble. Et on va voir si la loi Lemoine, quelque part, va améliorer ou va vers le sens, en tout cas avec j'allais dire, le contenu du texte va permettre ou non d'améliorer la part de marché qui serait détenue par les alternatifs. Alors, d'abord, que dit la loi? Alors, sur la loi Lemoine, bon, je vous ai mis bien sûr le numéro de la loi dite du 28 février 2022, dite loi Lemoine, qui va instaurer, j'allais dire plusieurs choses, mais enfin, on a deux éléments extrêmement importants, prégnants de cette loi, qui est d'abord la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur, et d'autre part, la suppression du questionnaire de santé, suppression du QS qui, on peut le noter parce que j'ai assisté à une conférence de Patricia Lemoine qui n'était pas prévue à l'origine. Elle ne voulait vraiment que la partie résiliation à tout moment et le Sénat demandait la fin du questionnaire de santé pour pouvoir faire passer la résiliation à tout moment. C'était une forme de négociation dans le texte. Alors, en même temps, sans étude d'impact, on est un peu habitué en ce moment à avoir des textes qui sortent sans étude d'impact. Je pense notamment à la réforme du courtage, et toujours avec cette vision de dire, on verra à 2 ans ce que ça donne. Ouais, d'accord. Donc là, on aura également la même chose, c'est-à-dire on verra à 2 ans ce que ça donne. Donc, on doit avoir une réalisation, une évaluation de l'impact de cette loi qui doit être réalisée dans un délai maximum de 2 ans. Alors, je ne peux pas m'empêcher, un peu sur j'allais dire, les réflexions du professeur Luc Maillot, de revenir quand même sur les essentiels d'un contrat d'assurance qui semblent complètement oubliés par nos nouveaux rédacteurs de texte. Parce qu'en droit, on perd à la définition du contrat d'assurance qui, à la base, doit être sur une durée déterminée, puisque un assureur comme un assuré ne pouvait pas mettre fin avant, par anticipation, que passer un délai, délai qui s'est amenuisé au fil du temps. Si on faisait l'histoire du droit de l'assurance, 10 ans, 3 ans, 1 an, peu importe, mais on avait quand même, parce qu'on en a besoin dans la cotation du risque, on avait quand même un délai sur lequel on était à peu près sûr que le client ne pouvait pas partir. Voilà. Le deuxième élément de droit qui est quand même structurant, c'est le QS. Aujourd'hui, en fait, on sort un texte où il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que, alors dans certaines conditions, on va voir bien sûr, mais en tout cas sur le fond, si je reprends la base du droit des assurances, c'est qu'un assureur ne couvrait pas de risque sans les avoir préalablement sélectionnés, et en l'occurrence en assurance emprunteur, via le fait qu'on remplisse un questionnaire de santé. Et ceci permettait d'avoir une tarification de la garantie, d'une part au regard de la durée et du risque à couvrir. Alors, la loi Lemoine, elle va changer ses principes de base
que constitue le contrat d'assurance et elle va mettre en place une assurance sans les fondamentaux de l'assurance parce qu'elle instaure la résiliation à tout moment, alors que l'assureur, lui, demeure tenu pendant toute la durée du prêt. Elle va donc instaurer la suppression du questionnaire de santé sous certaines conditions. Et troisième élément, dont je n'avais pas encore parlé, elle va étendre le droit à l'oubli pour tous les contrats. Alors, les conséquences, parce que c'est extrêmement important, on est obligé de le dire tout de suite avant de rentrer dans les conséquences juridiques, administratives, etc., qui vont en découler. Mais c'est que tout de suite, et d'ailleurs il va y avoir immédiatement, puisque j'ai quelques chiffres de ce qui s'est passé sur le marché, mais donc tout de suite, on se rend compte que les assureurs, en fait, ils vont naviguer à vue, ce qui va avoir une incidence incontournable sur le montant des primes. Or, si je reprends la base, pourquoi la loi Lemoine et pourquoi l'instauration de cette résiliation à tout moment, on peut dire que là, on est en plein dedans, c'est pour redonner du pouvoir d'achat. C'est pour dire, bah, si vous allez voir vers un assureur une délégation d'assurance, vous allez gagner en montant de prime par rapport à l'assurance qui est théoriquement vendue par les établissements bancaires. Or, là, avec, j'allais dire, les circonstances dans lesquelles a été votée la loi Lemoine, on a le droit de se poser des questions puisque il y a bien une chose qui est certaine, c'est qu'un assureur ne peut pas naviguer à vue, hein, et que par conséquent, il va y avoir une incidence incontournable sur le montant des primes et que seuls les gros, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'assurés et qui vont pouvoir lisser le risque, vont pouvoir se permettre de ne pas augmenter les primes. Alors, rentrons maintenant un petit peu dans le détail pour savoir quand est rentrée en place la loi Lemoine et ce qu'il faut retenir de cette loi. Alors, cette fameuse résiliation, ça y est, hein, on est dans la loi Lemoine, elle est entrée en vigueur pour les nouveaux contrats à la même date que la fin du questionnaire de santé. Je vais employer le mot QS hein, pour questionnaire de santé, je pense que tout le monde comprendra, soit le 1er juin 2022 et à compter du 1er septembre 2022 pour ce qu'on appelait le stock, c'est-à-dire les contrats en cours d'exécution. Donc, je vous ai mis dans le slide les articles. À chaque fois que entre guillemets, que j'affirme, je vous mets l'article. Et là, en l'occurrence, c'est l'article 8 de la loi Lemoine qui précise que le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêt émises à compter du 1er juin 2022. Et le présent titre est également applicable à compter du 1er septembre 2022 au contrat d'assurance en cours d'exécution à cette date. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la justification. Le QS, donc on a vu qu'il était entré en vigueur le 1er juin 2022. L'article 10 va préciser les conditions de non-réalisation d'avoir un questionnaire de santé. Donc, si on lit l'article, nouvel article L113-2.1, on lit la chose suivante. Par exception au deuxièmement de l'article L113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre du contrat de crédit mentionné au premièrement de l'article L313-1 du Code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes. Premièrement, la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 € par assuré. Deuxièmement, l'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au 60e anniversaire de l'assuré. Avec donc le présent article rentre en vigueur le 1er juin. Donc là, on a des précisions extrêmement importantes sur la non-application du questionnaire de santé. Donc, il n'y aura pas d'application de demande de complétude d'un questionnaire de santé si la part, alors donc on est sur des contrats de crédit immobilier, si la part assurée sur l'encours cumulé de crédit n'excède pas 200 000 €. Donc on y reviendra, on est sur la part assurée. Donc si on est sur un prêt conjoint,
on voit qu'on peut monter à 400 000. Hein, donc, ce point était effectivement extrêmement important quand on voit le niveau moyen des encours de crédit. Donc, la part sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 € par assuré, qui est donc une première condition. Et la seconde condition, c'est que le dernier remboursement doit être fait avant les 60 ans de l'assuré. Alors donc, ce qu'on peut voir, on peut voir que donc maintenant l'emprunteur peut résilier son assurance à tout moment. Bien entendu, s'il y a un changement d'assureur, on ne résilie pas contre rien, il faut bien qu'il y ait un assureur derrière. L'état juste antérieur à la loi Lemoine, c'est qu'il pouvait le faire dans les 12 mois qui suivaient la signature d'une offre de prêt, et plus précisément 15 jours au moins avant le terme de cette période, puis d'année en année, c'était ça avant, en respectant un préavis de 2 mois. Ceci, enfin, la situation antérieure avait le privilège de préserver l'essentiel, à savoir l'annualité de la résiliation, qui était commune, encore une fois, annualité commune à tous les contrats d'assurance non-vie. Il y avait un obstacle, on le sait, l'obstacle c'était quelle était la date de l'échéance, et cet obstacle avait pour le moins été, on peut dire, levé par un avis du CCSF qui retenait que la date anniversaire était la signature de l'offre de prêt ou, à la demande du client, une autre date si elle existait contractuellement. Donc aujourd'hui, cette situation antérieure, elle est définitivement terminée. Le problème de la date d'échéance se trouve réglé, c'est terminé. Alors, on a vu les conditions d'application, si je puis dire, avec cette résiliation à tout moment et cette suppression du QS dans certaines conditions. On a maintenant des informations à prévoir sur la résiliation. Donc, la loi va prévoir donc 2 sortes d'informations. Une information sur les documents contractuels, à savoir que pour les contrats bancaires, par la notice qui va être remise par la banque, qui doit indiquer la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la date de signature du prêt. Et puis, une information postérieure à l'adhésion, puisque l'assureur doit informer l'assuré chaque année. Donc, chaque année, il va y avoir une information qui va aller à l'assuré pour l'informer de son droit de résilier et des modalités de résiliation, ainsi que des délais de notification de l'information à respecter. Voilà, sachant que le chaque année reste quand même chaque année flou, puisqu'on ne sait pas si c'est une année civile ou une année calendaire. Donc bon, on a encore des petites choses qui sont, enfin, en tout cas à préciser, en tout cas peut-être dans les avis, puisqu'on attend un avis, enfin une recommandation de la CPR, parce que pour l'instant c'est gênant compte tenu qu'on a quand même des sanctions possibles qui peuvent être et des contrôles qui peuvent être faits tant par la CPR que la DGCCRF. Les sanctions prévues sont de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, sachant qu'il est étonnant d'avoir prévu une sanction pour les personnes physiques, puisque cette obligation d'information pèse sur les assureurs et qu'il n'y a pas d'assureur personne physique. Donc bon, voilà, il y a des choses quand même quand on lit le texte qui méritent en tout cas de s'interroger. La FSI, puisqu'on avait cette fameuse fiche standardisée d'information, qui est un document obligatoire remis par la banque, qui va intégrer, je rappelle, les obligations, les garanties obligatoires que la banque souhaite si jamais le client souhaite partir chez un alternatif. Donc, on a un arrêté qui est publié au journal officiel du 29 mai qui va modifier le contenu de la fiche standardisée. En effet, la fiche standardisée doit désormais intégrer le coût total de l'assurance emprunteur sur les 8 premières années à compter de la date d'effet du contrat. D'autre part, le document fourni aux assurés doit comporter un paragraphe, donc on doit insérer un nouveau paragraphe. Ce nouveau paragraphe prévient donc qu'aucun questionnaire médical ne peut être exigé si la part assurée de l'encours cumulé des contrats de crédit consentis par tous les établissements de crédit confondus n'excède pas 200 000 € et si l'échéance de remboursement du crédit contracté intervient avant le 60e anniversaire. Donc, globalement, que doit-on retenir? C'est que depuis le 1er septembre, grâce à la loi Lemoine, changer d'assurance emprunteur va être possible par la délégation d'assurance, que l'emprunteur qui souhaite changer d'assurance doit résilier son contrat
en bonne et due forme en le notifiant à l'assureur dans les conditions prévues par le Code des assurances. Il devra également signifier à l'assureur la décision de la banque d'accepter ou de refuser la substitution de l'assurance emprunteur. La banque peut-elle refuser la nouvelle assurance? La réponse est bien entendu oui, parce qu'elle peut toujours refuser si elle considère que le nouvel assureur n'a pas, enfin, les conditions d'assurance du nouvel assureur ne présentent pas des garanties équivalentes à ce qu'on appelle le contrat groupe, à l'ancien contrat, qui est en l'occurrence le contrat de la banque. Elle devra, mais elle devait le faire avant également, elle devra, cette banque, expliciter son refus en précisant l'intégralité des motifs et notamment les informations et les garanties qui manquent pour arriver à l'équivalence de garantie. Alors, ça, c'est le cas de refus, mais en cas d'acceptation, si la banque accepte la délégation d'assurance, la banque doit donc modifier, elle va avoir l'obligation de modifier dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit, en y mentionnant notamment le nouveau taux annuel effectif global, le TAEG. Elle se fonde pour cela sur les informations qui sont transmises par le nouvel assureur délégué. La banque, quant à elle, ne pourra modifier ni le taux, quelle que soit sa nature, fixe, variable ou révisable, ni les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais qui pourraient être liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. Si je puis dire, ça avait déjà été réglé par le passé, mais c'est réaffirmé. L'absence de respect de ces obligations donc entraîne toujours cette fameuse sanction qu'on a vue précédemment. Alors, en pratique, l'ensemble de ce parcours est piloté par le nouvel assureur qui se charge en fait de toutes les formalités auprès de l'ancien afin de simplifier les démarches pour les assurés. Alors, dans les autres dispositions, donc, le prêteur ne peut désormais, on l'a vu, ne peut pas modifier l'offre de crédit, le mode d'amortissement du prêt, quand l'emprunteur choisit une autre assurance. Donc, je vous ai mis, ça c'est conformément à l'article L313-32 du Code de la consommation. Et l'emprunteur doit également être informé dans tous les documents précontractuels du coût de l'assurance, non seulement sur la durée totale du prêt comme précédemment, mais aussi sur une durée de 8 ans, puisque on l'avait déjà vu, puisque juste avant la loi Lemoine, on avait eu une recommandation du CCSF, qui était la dernière en l'occurrence du 12 octobre 2021, qui reprécisait, si je puis l'indiquer ainsi, concernant la tarification des primes, emprunteur, prime fixe sur capital initial, dégressif sur capital restendu, le comité, donc le CCSF, recommande aux distributeurs d'assurance, assureurs, banquiers, courtiers, de développer l'information fournie au client en lui indiquant les montants cumulés de ses primes au bout de 8 années d'assurance afin d'illustrer le mécanisme de fonctionnement du contrat. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ces 8 ans correspondent globalement à la durée réelle des prêts en moyenne et vont permettre ainsi aux clients de savoir le plus précisément possible ce que va lui coûter l'assurance emprunteur par rapport au montant global du crédit. Donc, sur cette durée de 8 ans, il a une information qui va lui permettre, si je puis dire, de faire un choix. Alors, l'autre point qui est l'avenant, puisque la banque va devoir faire un avenant à son contrat de crédit et qui va donc être consécutif au changement d'assurance emprunteur. Cet avenant, précise la loi, doit être établi dans les 10 jours suivant la réception de la demande de substitution, alors qu'on avait jusqu'à présent une recommandation de la CPR, là qui remonte à plusieurs années puisqu'elle remonte à 2017, qui prévoyait dans cette recommandation de la CPR, prévoyait l'établissement immédiat d'un avenant. Alors,
l'immédiateté, c'est quelque chose qui relève de l'impossible, hein. Immédiatement, dans la vision quand même d'une banque et d'un contrat de prêt, l'avenant immédiat, objectivement, je ne sais pas comment on fait. Déjà 10 jours, c'est compliqué, mais l'avenant immédiat, c'est bien de l'écrire, mais encore faut-il pouvoir le réaliser. Et donc, dans la réalité, donc là, du coup, ils ont mis, vous voyez qu'en fait, ils ont été plus, la loi est plus tolérante vis-à-vis des banques que ce que prévoyait la recommandation de la CPR, puisqu'en fait, dans la vraie vie, hein, puisque c'est ça qui compte, hein, c'est la vraie vie, dans la vraie vie, en fait, bon, alors, les banques mettaient plusieurs mois, hein, des fois, à émettre ce fameux avenant, et ce délai, il faut comprendre que derrière, c'est le client qui est lésé, hein, puisque ce délai pouvait engendrer clairement des doubles prélèvements au client. Alors, au bout du bout, il y avait un remboursement qui était effectué, mais il y avait une période transitoire où le client était prélevé 2 fois, c'est-à-dire par l'assurance groupe de la banque et par l'alternative. Donc, c'est quand même un peu compliqué pour les clients. Alors, autre point que nous n'avons pas abordé, c'est le droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli va concerner tous les emprunteurs, puisque tous les emprunteurs qui présentent un risque aggravé de santé et tous ces emprunteurs qui étaient donc susceptibles jusque-là de bénéficier donc de la convention AERAS. Donc, jusqu'à présent, ce droit permettait aux emprunteurs ayant souffert d'une pathologie cancéreuse, si à l'origine Baylor-Gest c'était plutôt le sida, mais enfin on va dire là, sur la pathologie cancéreuse, pour laquelle le protocole thérapeutique s'était achevé depuis plus de 10 ans et 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l'âge de 21 ans, de ne pas déclarer cette affection à l'assureur. Donc on était sur 5 ans, je répète, quand c'était, on va dire, un cancer qu'on appelait un cancer d'enfant, et 10 ans pour les adultes. Et si par hasard ces clients avaient fait une déclaration c'était un QS, avait rempli un QS, il était interdit à l'assureur d'en tenir compte. Alors, la loi Lemoine, elle va donc réduire, alors d'abord elle étend le droit à l'oubli à l'hépatite C, et elle va réduire ce délai qui était donc le délai de 10 ans, elle va le réduire à 5 ans. Alors ça ne change rien pour les enfants, si je puis dire, puisque c'était déjà 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant 21 ans, donc pour eux, rien ne change, on ne réduit pas les 5 ans. Par contre, on réduit les 10 ans à 5 ans. Donc tout le monde est sur ce délai de 5 ans, et donc on tient compte de l'âge. Et par ailleurs, pour les signataires de la convention AERAS, par ailleurs, les signataires de la convention AERAS sont tenus d'entrer en négociation dans les 3 mois pour rechercher si des extensions à d'autres pathologies sont possibles. Hein, l'idée étant de faire rentrer de plus en plus de pathologies dans le droit à l'oubli. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai vu qu'il y avait l'obésité, entre autres. Enfin, il y a d'autres maladies qu'on voulait faire rentrer dans ce droit à l'oubli. Et donc, et pour réfléchir également à une hausse de la convention AERAS qui a déjà été rehaussée, hein, puisqu'actuellement elle est fixée à 420 000 € pour la part assurée. Alors, je reviens, hein, je fais un petit peu des allers-retours, hein, vous m'en excusez, mais je voulais déjà tout dire. Et puis là, je vais revenir sur cette notion de suppression du QS. Donc, les conditions de suppression du QS, c'est premièrement que l'échéance de remboursement du crédit doit être antérieure au 60e anniversaire de l'assuré. Et donc, on peut noter que cette notion d'âge, hein, puisque c'est bien une notion d'âge qui apparaît, va exclure du dispositif de la loi Lemoine un certain nombre de personnes qui empruntent sur des durées longues. Ainsi, donc, pour un prêt d'une durée de 20 ans, l'emprunteur, s'il voulait bénéficier de la suppression du QS, que sur la suppression du QS, doit avoir moins de 40 ans au moment de la souscription du crédit. Bien sûr, c'est sur un prêt sur 20 ans. Et donc, plus l'emprunteur est âgé, et donc moins la durée de crédit pourrait être longue pour qu'il soit garanti par une assurance
qu'on va appeler une assurance sans sélection médicale. Ça, c'est un constat. J'allais dire que l'absence de QS va plutôt bénéficier à des populations jeunes qu'à des populations qui rentrent en crédit, j'allais dire, à un âge plus avancé. L'autre point qui est un point de constat, c'est que il est question de la part assurée. Hein. J'ai déjà insisté sur ce point, sur le fait que la part assurée selon l'encours cumulé des crédits ne doit pas excéder les 200 000 € par assuré. Donc la base de calcul n'est donc pas le montant du crédit, mais la part assurée. Donc là aussi, c'est intéressant parce que je vous ai mis sur le slide, le calcul se fait donc par assuré. Donc le QS se trouve supprimé pour un présupposé unique de 400 000 € sur 2 têtes, hein, exemple pour 2 époux, si chacune est couverte à 50%. Là, on parle de la quotité. Maintenant, on peut jouer aussi sur la quotité. Enfin, on peut faire un 80-20, un 70-30 et changer la part assurée, mais en tout état de cause, on restera toujours dans nos fameux 400 000. Donc, si on prend des exemples, une personne âgée de 35 ans qui souhaiterait emprunter 140 000 € sur 20 ans et disposant d'un encours de crédit de 40 000 € cochera toutes les cases pour bénéficier de la non-sélection médicale, puisque son encours total de crédit sera de 180 000 € et que son âge en fin de prêt sera de 55 ans. Dans mon deuxième exemple, on a une personne de 42 ans qui veut emprunter 190 000 € sur 20 ans, mais qui dispose d'un encours de crédit de 50 000 €. Cette personne ne pourra pas bénéficier du dispositif car son encours de crédit total dépasse les 200 000 € ou dépassera les 200 000 € quand on fait l'encours pour atteindre 240 000 €. Là, je suis sur des personnes seules. Et son âge en fin de prêt, en plus bref de l'âge, sera de 62 ans. Donc, j'allais dire d'une façon, ça entre guillemets, c'est quand même relativement simple à comprendre, sauf que vont apparaître des difficultés d'interprétation et puis également de savoir comment est-ce qu'on peut vérifier l'encours. On connaît le crédit qui est demandé, la banque connaît le crédit ou le délégataire va connaître le crédit qui est demandé par l'assuré, par les clients ou les prospects, enfin, voilà. Mais comment est-ce qu'il peut avoir une certitude des encours de crédit qu'ils peuvent avoir par ailleurs? Bon, donc ça, c'est aussi une question importante. Donc, se pose la question de l'interprétation de l'encours. Bon, ça va être résolu d'une façon ou d'une autre, hein, puisque j'ai été voir comment ça a été résolu. Hein. Mais donc, le calcul de la part assurée porte sur l'encours cumulé des crédits, qui devrait comprendre non seulement les crédits contractés pour une même opération immobilière, mais aussi pour d'autres opérations du même genre, voire des crédits consommation ou des crédits professionnels, puisqu'on est sur l'encours cumulé. Or, dans la réalité opérationnelle, on n'a pas de fichier positif des crédits. Donc, je ne peux pas aller vérifier, banque, je ne peux pas vérifier le crédit qui a pu être contracté par ailleurs. Donc, on n'a pas de fichier positif de crédit. Et donc, on ne va donc pouvoir, si on veut connaître cette notion d'encours cumulé, que questionner le client. Donc, ça va être du déclaratif. Donc, on peut se retrouver, encore une fois, dans une situation où on est face soit à des fausses déclarations, et face à une fausse déclaration, la question qui va se poser incontournablement, c'est comment est-ce qu'on sanctionne la fausse déclaration? Est-ce que on met fin au contrat? Est-ce que c'est la mauvaise foi et que c'est des dommages et des intérêts qui vont être réclamés, etc. Bon, voilà, on rentre dans un système un peu compliqué, lui. Je vous ai marqué avec même alors jusqu'à la nullité du contrat. Bon, ça c'est sur cette notion d'encours cumulé. Mais sachant qu'en plus,
on a des assureurs qui ont une interprétation. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire toute l'interprétation de l'assureur que j'ai marqué, mais globalement, ça dit quoi? C'est que par un jeu de lecture des articles L113-12.2 qui concernent la résiliation anticipée et le L113-2.1 qui concerne les contrats inclusifs, ces deux articles, quand on les lit, pour certains assureurs, renvoient au code, pour faire simple, ces deux articles renvoient au contrat de crédit mentionné au premièrement de l'article L313-1 du Code de la consommation et qui fixe le champ uniquement des crédits immobiliers. Donc, certains assureurs considèrent que sous le couvert d'encours de crédit, donc le fameux encours de 200 000, parfait, on ne serait visé que les crédits immobiliers et ne serait pas visé les crédits conso. Alors que certains juristes, crédit immobilier, excusez-moi, crédit immobilier à usage d'habitation ou crédit professionnel. Alors que certains juristes soutiennent que l'encours de 200 000 correspond au niveau d'endettement. Vous voyez qu'on a des assureurs qui ont des interprétations complètement divergentes. Donc, un niveau d'endettement et que la logique est que ce niveau d'endettement s'apprécie globalement, quelle que soit la typologie de crédit. C'est-à-dire qu'on ferait rentrer le crédit consommation dans l'encours de crédit. Position retenue par certains professeurs d'université quand on écoute les cours sur la loi Lemoine. Donc, en fait, on est face, c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est que on peut citer les 200 000, mais c'est comment est-ce que dans la pratique, d'une part les assureurs et d'autre part les banques vont réellement appliquer cet encours de crédit. Alors, j'ai même vu des banques sur des vidéos attirer leurs clients à venir chez elles en leur disant qu'aucune question ne leur serait posée sur leur encours de crédit et que seul l'encours du crédit existant demandé par la banque, demandé à la banque, c'est d'ailleurs le prêt qui serait demandé, donc qui pourrait, pour une personne seule, être de 200 000 et pour un couple être de 400 000, donc avec si je reprends une quotité de 50-50, en disant nous, on ne vous posera pas de questions par ailleurs. C'est-à-dire que même à la limite, vous remboursez votre crédit sur votre résidence secondaire où vous avez un gros crédit à la consommation par ailleurs, on ne vous pose pas de questions. Nous, la seule chose qui va nous intéresser dans l'analyse de l'application ou non de la loi Lemoine et de la suppression du QS, ça va être savoir quel est l'encours du prêt que vous sollicitez spontanément chez nous. Donc, vous voyez que, alors, vous allez dire, c'est pas obligatoirement la loi et ça peut être une opération marketing. Hein, mais en tout cas, dans les pratiques aujourd'hui, on voit des vidéos qui circulent qui demandent, certainement, qui disent aux clients, venez chez nous, on vous fera que l'analyse du crédit que vous sollicitez. Alors, cette absence de QS, pour être très clair, il va avoir un effet majeur sur les primes. C'est ça le problème. C'est que l'absence de QS, c'est l'absence de sélection. Et donc, on peut se poser raisonnablement la question, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'essayer de savoir si la personne est en bonne santé? Enfin, voilà. Bon. C'est pour ça que je vous ai mis, peut-on prévoir, peut-on envisager quelques mesures de contournement? Alors, j'ai mis, on peut toujours poser des questions apparemment anodines permettant d'avoir une idée assez précise de l'état de santé de l'assuré, exclure par précaution certaines maladies assez courantes comme les dorsalgies, même pour les personnes qui ne seraient pas atteintes de mal de dos, exclure le passé connu, c'est-à-dire les maladies dont l'assuré se sait atteint au moment de la souscription. Et donc, on pourrait prévoir une clause rédigée de manière précise. Enfin, tout ça, c'est pour éviter d'augmenter les primes, hein, c'est pas pour autre chose que
Bon, enfin bref, je vous ai mis, en tout cas, vouloir rassurer tout le monde, conduit parfois à appauvrir les garanties puisqu'on n'a plus cette fameuse sélection médicale. Alors, j'ai fait un slide un peu lourd sur le fond. Enfin, il y a beaucoup de choses décrites, mais c'est quel effet sur la tarification, en fait. Quels sont les effets déjà constatés sur la tarification? Alors bon, il y a une partie gauche et une partie droite. Je vais commencer par la partie droite en constatant en tout cas que les prêts inférieurs à 200 000 € représentent, je parle déjà de 200 000 €, donc personne seule, représente 40% du marché en volume, et que l'assurance de ces prêts risque donc de fortement augmenter chez les alternatifs, et que seules les banques, puisqu'elles ont un contrat groupe, vont pouvoir les assurer moyennant, c'est pas le sujet du jour, mais enfin, je répète quand même que même en assurance emprunteur, il y a un devoir de conseil, une obligation de conseil qui doit être faite, et une obligation de conseil en assurance emprunteur, je peux vous assurer que ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent particulièrement bien les garanties pour pouvoir bien garantir leurs clients, bien expliquer les garanties que les clients souscrivent en assurance emprunteur. Donc ça, c'est sur cette partie droite déjà cette volumétrie des prêts inférieurs à 200 000. Sur la partie gauche, c'est l'impact de la suppression de ce QS sur les tarifs et les tarifs aujourd'hui, c'est-à-dire l'effet mais immédiat, c'est-à-dire que en fait ils n'ont même pas attendu les premiers jours d'application de la loi Lemoine, si je puis dire, ils n'ont pas attendu de voir s'il y avait beaucoup de contrats avec suppression du QS, c'est-à-dire dès l'application le premier jour de la loi Lemoine, il y avait tout de suite une augmentation tarifaire de 25%. Donc, l'impact, donc, là, il faut théoriquement attendre 2 ans pour voir les conséquences de la loi, mais en tout cas sur la tarification des alternatifs, attention, tarification des alternatifs, il faut que je précise, pour les contrats qui rentrent dans le cadre de la suppression du QS, hein, parce qu'il y a toujours les autres. Bon, voilà, il y a quand même un marché, il n'y a pas que les contrats qui rentrent dans le cadre de la suppression du QS. Mais pour ceux, j'allais dire, sans sélection médicale, il y a une augmentation de la tarification de 25%. En moyenne, hein, j'ai mis entre 10 et 30, hein, donc selon les alternatives, donc moyenne 25. Les tarifs pour les prêts sollicités, donc au-delà des 200 000, n'ont évidemment pas changé, hein, puisque rien ne change. Il y a un QS, donc il y a une sélection du risque. Ce sont donc, le constat, c'est donc les emprunteurs les plus jeunes et les plus modestes qui vont qui subissent, puisque c'est pas qui subissent une augmentation de prix et qui vont aller ou qui vont rester, si je puis dire, chez les banques assureurs. Alors, côté banque, la tarification globale au prix catalogue n'a pas changé, hein, même si certaines banques ont diminué la capacité de faire des remises lorsqu'il n'y a pas de questionnaire de santé. Si on peut le dire d'une autre façon, on peut dire que c'est une façon moins visible d'augmenter les prêts, d'augmenter les prix, puisqu'en fait, il n'y a pas de remise tarifaire sur des contrats qui n'ont pas de sélection médicale. Certaines banques ont également diminué les garanties lorsque l'encours est inférieur à 200 000. Et on voit que soit c'est une augmentation des prix, soit c'est une diminution des garanties. Mais dans le constat de l'application de la loi Lemoine aujourd'hui dans les banques, c'est qu'il y a une forte demande, malgré tout, donc une très forte demande de déliaison pour les contrats qui dépassent les 200 000 €. Donc en ce moment, il y a vraiment une très, très, très forte demande et les banques n'arrivent pas à suivre, mais on est sur les contrats supérieurs à 200 000 €. Donc quand je dis n'arrive pas à suivre, c'est que par rapport à tout ce que je vous ai dit auparavant sur l'avenant sous les 10 jours, etc., ils sont hors champ, ils sont complètement débordés par les demandes de substitution, si je puis dire, à tout moment, de résiliation à tout moment.
Alors, dans les effets aussi induits, donc je retourne sur ma partie droite, deuxième carré, c'est l'obligation d'information annuelle qui, sur la possibilité, puisqu'on doit annuellement informer de la possibilité de résilier. Donc, cette obligation d'information annuelle entraîne l'envoi de plusieurs millions de courriers tous les ans. Petite plaisanterie, au moment où tout le monde cherche à diminuer l'empreinte carbone, c'est un peu risible, puisqu'en fait, la loi demande que l'information soit faite sur support durable si le client avait adhéré par processus digital, mais sinon, ça doit être fait, j'allais dire, par processus papier ou par procès. Donc, il va falloir envoyer un courrier si l'origine du crédit a été fait par courrier. Alors donc, quel constat après quelques mois d'application? On vient de le voir, hein, c'est le constat d'une accélération assez forte des substitutions d'assurance. C'est le fait qu'il n'y a plus d'exigence d'une substitution à l'échéance annuelle, donc ça on sait, et que le fait qu'il n'y ait plus donc d'exigence d'une substitution à l'échéance annuelle, donc passer la première année, va entraîner l'arrivée sur le nouveau marché de nouveaux acteurs, avec des courtiers ou des assureurs digitaux qui cherchent à faire de la substitution d'assurance, et également une intensification de l'action commerciale des acteurs qui étaient déjà présents sur le marché de la substitution. Certaines banques constatent le doublement ou le triplement du nombre de substitutions depuis le mois de septembre, qui sont pour l'instant focalisées sur les adhésions les plus récentes, puisque les personnes qui demandent à substituer leur assurance sont des personnes qui ont souscrit un contrat il y a 2 ou 3 ans. On n'est pas sur des stocks très anciens. Le fait que les crédits ont ces dernières années considérablement été allongés dans leur durée rend donc important le stock attaquable pour les banques, et les consommateurs peuvent en réalité réaliser certaines économies importantes, même après 5 ans ou 6 ans de crédit. Le processus de substitution est simplifié dès lors qu'il reste moins de 200 000 € à couvrir au moment de la substitution et que le client a moins de 60 ans, puisque sur un contrat en cours, il n'y aura donc, s'il reste à ce client moins de 200 000 €, il n'aura donc pas de questionnaire médical à réaliser. Donc ça, c'est aussi un point qui est important, parce que du coup, ce qui peut se produire avec ce phénomène d'antisélection, c'est qu'une personne qui avait rempli un questionnaire médical, qui pouvait être diabétique, enfin qui pouvait avoir en tout cas des problèmes de santé, qui avaient soit eu une surprime, soit avait eu une exclusion de garantie, au moment où sa part de crédit va être inférieure à 200 000 €, va pouvoir demander une substitution. Et là, il n'aura plus besoin d'avoir de questionnaire de santé, et donc il sera mieux couvert par l'assurance alternative, puisque là, tout va être pris, qu'avant, avec l'exclusion de garantie qu'il avait eue compte tenu de son problème de santé. Donc, il y a quand même des phénomènes qui peuvent se produire, qui méritent quand même d'être intégrés dans l'analyse globale qui va devoir être réalisée dans les 2 ans. Alors, en guise de conclusion, alors je vous ai mis un petit pavé d'un article de l'Argus de l'assurance sur le suivi attentif de la réforme Lemoine, qui est paru dans l'Argus, qui disait que quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi Lemoine, Bruno Le Maire demande que le CCSF poursuive ses travaux afin de mesurer les conséquences de la résiliation à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé sur le marché de l'assurance emprunteur pour certains demandeurs. À ce titre, le ministre attire l'attention du comité sur l'évolution des tarifs et sur les conditions d'indemnisation, en particulier celles relatives aux garanties d'incapacité de travail et d'invalidité. Et donc, je tenais à préciser quand même qu'alors que l'objectif initial était l'augmentation du pouvoir d'achat, le résultat risque de ne pas être totalement au rendez-vous, avec l'augmentation des primes qui est déjà constatée, et qu'on peut noter que
le bilan à 2 ans demandé par le CCSF peut être considéré quand même comme précoce par tous les professionnels, parce que pour des contrats emprunteurs, la sinistralité arrive généralement vers la 5e ou 6e année, et qu'un constat au bout de 2 ans ne permettra certainement pas de tirer de conclusions très utiles, sauf si la suppression du questionnaire de santé entraîne dès le début des crédits une surmortalité, ce qui est généralement c'est pas le cas, hein, c'est pas dans les 24 mois qui suivent la souscription d'un crédit qu'il y a un accident de santé. Donc du coup, les 2 ans peuvent être quand même jugés un peu courts. Et puis pour finir définitivement, c'est mon dernier slide, lors de sa conférence du 5 décembre, la conférence de la CPR, excusez-moi, du 5 décembre, Jean-Paul Faugère, vice-président de la CPR, a rappelé que celui-ci ou que celle-ci, la CPR, reçoit régulièrement des signalements en assurance emprunteur. Et il a donc mentionné sur la question de l'emprunteur, le superviseur indique ne pas connaître l'impact de l'entrée en vigueur, on était le 5 décembre, de la résiliation à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé pour les contrats inférieurs à 200 000 €. Cependant, il constate que certains groupes bancaires ne jouent pas le jeu sur la délégation d'assurance emprunteur. Il mentionne que la CPR reçoit régulièrement des signalements sur des pratiques bien peu conformes et qu'on observe des taux de délégation d'assurance très inégaux selon les réseaux bancaires, que rien ne paraît expliquer. Et il indique que ces comportements feront l'objet d'une recommandation. Donc la recommandation, a priori, serait, en tout cas, sortirait incessamment sous peu dans le courant de l'année. Et il a même ajouté que les sujets de rémunération des intermédiaires ou des distributeurs, des équivalences avec le contrat groupe, des délais d'examen, de la traçabilité des procédures et de l'interdiction des ventes liées seront parmi d'autres à préciser dans la recommandation. Donc, je pense, en toute honnêteté, que nous n'en avons pas fini avec le sujet de l'assurance emprunteur et des conséquences de la loi Lemoine, puisque entre un nouvel avis du CCSF qui doit suivre j'allais dire, les conséquences de la loi Lemoine à 2 ans et la recommandation de la CPR qui va sortir en 2023, un certain nombre de précisions vont être mises en place et que les professionnels devront mettre en œuvre, qui vont peut-être nous éclairer et permettre d'avoir une vision, en tout cas, plus structurée des conséquences et de la mise en application effective de la dite loi et sur toutes les conséquences possibles en termes notamment d'augmentation de primes. Voilà, j'espère vous avoir intéressé, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à vous, Marie, pour cette intervention. Désolée, je n'ai toujours pas de webcam, mais ce n'est pas grave. Il nous reste 3 minutes pour prendre quelques questions. Donc on a effectivement dès le début eu des doutes en fait sur ces 2 ans en fait qui semblent très très insuffisants pour mesurer l'impact réel de cette loi sur le risque lui-même avec la suppression du questionnaire de santé. Mais voilà, vous l'avez dit en conclusion, finalement, le constat au bout de 2 ans ne permettra pas de tirer de conclusions utiles, sauf si la suppression du questionnaire de santé entraînait dès le début des crédits une surmortalité. Exactement. Donc effectivement, ça paraît un petit peu précoce. Et alors justement, est-ce que le marché, même si c'est tout récent, hein, a constaté d'ores et déjà des effets d'aubaine, sinistre précoce, liés à la mise en place de la loi Lemoine? Alors, ma difficulté, c'est que comme j'ai plutôt une casquette de juriste et que je suis pas une casquette de commercial, j'ai été quand même chercher des informations sur ce qui se passait dans les réseaux, hein, donc je suis allée les chercher. Des effets d'aubaine, c'est surtout, j'allais dire, alors sur l'application de la loi Lemoine, non, mais comme il y a eu en elle-même, non, puisque enfin, on n'a pas, par exemple, le cas que je vous ai indiqué de personnes, enfin, c'est compliqué de savoir, en fait, s'il y a de personnes qui auraient pu avoir une suppression de garantie qui arrive à 200 000 € d'encours et qui dit bah là maintenant je vais aller demander sans questionnaire de santé, je vais aller demander à une alternative de prendre, enfin de changer mon assurance.
d'abord, c'est trop récent. Il faut que les gens connaissent les textes, etc. On connaît la connaissance des textes. Alors après, ils peuvent être effectivement aidés par des courtiers pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, ça c'est pas constaté. Ce qui a plus été constaté, c'est que comme il y a quand même, et ça c'est vrai, une augmentation des primes pour les moins de 200 000, pour faire simple, la question qui s'est posée plutôt, c'est de savoir s'il y avait un intérêt à ne pas avoir de questionnaire de santé. Et parfois, on a plutôt eu des gens qui disaient j'ai 200 000 euros là, mais j'en ai un peu plus, enfin, qui avaient plus tendance à vouloir aller vers un questionnaire de santé pour rentrer dans une tarification, j'allais dire, plus propice. Vous voyez, c'est un peu l'effet contraire. C'est que comme les prix les plus bas ont augmenté, le plus bas en montant ont augmenté en prix, on allait plutôt dire, écoutez, non, je préfère, à la limite, vous voyez, même si j'avais que 190 000 euros d'encours, dire, mais je préfère avoir un QS, quoi. Donc, pour pouvoir dire, je vais répondre honnêtement pour rentrer j'allais dire, dans un contrat qui pratique une sélection médicale. Donc, pour l'instant, c'est les seuls effets que j'ai pu constater. Oui, Non, pas d'effet d'aubaine, si ce n'est, encore une fois, je répète ce que j'ai pu dire tout à l'heure, une très, très, très forte demande de déliaison. Très, très forte demande. Oui, cette faculté de résiliation à tout moment fait que les banques sont complètement débordées. Et là, sur l'assurance emprunteur, la résiliation en 3 clics est aussi applicable? Alors, de toute façon, si la souscription était faite en 3 clics, donc c'est ça, la résiliation en 3 clics, elle s'opère. Maintenant, une souscription en 3 clics en assurance emprunteur, je ne connais pas, moi. Hein. Oui, Mais c'est bon, un peu compliqué. ça peut se produire demain. Hein. Tout va tellement vite en digital que pourquoi pas. Mais pour l'instant, je ne connais pas d'acteur, sauf s'il y en a un qui m'écoute et moi, qui propose l'assurance emprunteur en 3 clics. Parce qu'il y a quand même un fort devoir de conseil. Hein. Moi, là, j'ai vraiment axé sur la loi Lemoine. Oui. Je répète, il y a vraiment un conseil sur les garanties. Hein. Les assureurs ne proposent pas du tout les mêmes garanties. La sélection du risque, c'est bien sûr, on pense au risque médical, mais il y a la sélection par rapport au sport, hein, les sports, les zones à risque, enfin, la moto, enfin, la pratique de certaines activités. Enfin voilà, donc quand il n'y a pas de questionnaire, vous voyez, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors le truc en 3 clics, je veux bien, mais et puis il y a le conseil sur la quotité hein, aussi. Il y a le conseil sur l'assurance qui est sur des garanties facultatives comme l'assurance chômage. Enfin, il y a beaucoup dans l'assurance emprunteur. En fait, là, je suis pas rentrée dans les garanties, mais il y a les garanties obligatoires et les garanties facultatives. Donc du coup, c'est vraiment un contrat sur lequel il faut vraiment qu'il y ait un bon devoir de conseil. Voilà. Et justement, ce devoir de conseil et donc l'obligation annuelle d'informer les emprunteurs sur la faculté de résiliation qui s'impose à eux, aux organismes assureurs ou aux organismes prêteurs, est-ce qu'elle s'impose justement à ces organismes-là et ou aux mandataires d'assurance qui distribuent le contrat sur délégation? Bien sûr, c'est celui qui, en fait, là, on parle du devoir de conseil, hein, c'est ça, Laurence? Oui, sauf sur Oui. l'obligation d'informer les emprunteurs sur la facilité de résiliation. Oui, alors sur la facilité, c'est sur différents documents hein, que ça va apparaître. Ces documents qui vont être envoyés, alors soit il y a la notice de la banque, soit après c'est l'assureur qui va les envoyer, qui va l'envoyer tous les ans. Hein. Donc c'est l'assureur, c'est pas le. Alors après ça dépend de la délégation de gestion. Enfin bon, il y a des courtiers grossistes qui vont les mettre sur leurs documents en donnant ces informations. Bon, après, on est dans la subtilité des conventions de partenariat et de savoir qui fait quoi. Donc, je ne vais pas dire, mais c'est de la responsabilité de l'assureur. Après, l'assureur peut déléguer la gestion de ce point-là à certains courtiers. À certains courtiers. Voilà. Et puis, pour terminer, peut-être je vais prendre une dernière question. On nous demande si les prêts professionnels entrent dans le champ de l'application de la résiliation à tout moment. Aussi, d'accord. Oui. Très bien.
Marie va me rester à vous remercier pour cet exposé très intéressant et très enrichissant. Merci à tous d'y avoir participé. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour découvrir nos formations. Et quant à moi, je vous dis bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Merci Marie-Colin. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.